Bonjour, donc je suis Erwin Avalon et je voulais vous parler, vous proposer un petit voyage à Païtiti. Alors Païtiti, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ouistiti, non, Païtiti. Païtiti, ce n'est pas pareil du tout. Alors, Païtiti, qu'est-ce que cela peut bien être? Il fut un temps où j'aurais eu la même interrogation que vous, rassurez-vous. Alors, je vais faire un petit parcours pour bon, un peu d'historique personnel aussi, pour vous indiquer comment je suis arrivé à Païtiti, si j'ose dire. Bon, il y a fort longtemps, à une époque où j'étais, on va dire, à peine sorti du biberon, dirais-je, j'ai été invité je donnais des conférences à Milan et à la fin d'une conférence à Milan, arrive un Péruvien qui me dit, il faut que tu viennes au Pérou, je t'organise tout. Da, 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 da. Voilà, bon alors, badabadabadabadam, je pensais qu'il plaisantait, mais voilà que quelque temps après, il me téléphone en disant, quand viens-tu? Du coup, je me dis, bah, il est sérieux cet homme-là. Euh, Très intéressant. Du coup, vu que c'était confirmé, je pars étudier l'espagnol en Espagne, parce que je ne voulais pas arriver au Pérou sans savoir un mot d'espagnol. Et j'avais une semaine, c'est pas beaucoup, hein. Et au bout de... Donc j'étais à Grenade, dans une école où j'avais 4 heures d'espagnol par jour. Et, euh, et le deuxième soir, une voix me dit, demande l'aide de l'archange qui dirige l'évolution de l'Espagne avant de t'endormir. Et au bout d'une semaine, je parlais suffisamment bien pour aller faire directement ma première conférence en espagnol au Pérou, 15 ou 3 semaines après. Je le dis hein, parce qu'on ne pense pas assez à demander de l'aide. Voilà, hein. Donc pensons toujours à demander de l'aide. Voilà. Et donc j'ai eu cette fois-là 3 semaines de conférences en 30 jours, 21 conférences en 30 jours. Et j'ai donc donné 10 ou 11 conférences. Je suis parti 10 jours au lac Titicaca et après, j'ai de nouveau donné 10 conférences. Je suis allé d'abord à Cusco, après au lac Titicaca. Et c'est là que, à Cusco, il m'arrive un événement tout à fait extraordinaire. Donc, j'étais avec 2 amis. On arrive à Coricancha, dit Temple du Soleil, et euh, il y a, si vous voulez, dans le Temple du Soleil, un espace où visiblement un objet extrêmement lourd, c'est à la porte du temple, porte extérieure, des cordes devaient retenir un objet extrêmement lourd et cet objet, c'était le soleil qui donnait l'énergie au monde Inca. Et le soleil était amené à l'intérieur du temple où se trouve la salle du grand Inca et il était amené dans la salle pour les cérémonies. Donc je vais dans la salle de cérémonie du grand Inca et je sentais vraiment la fréquence du soleil et je me mets à chanter un chant sacré à l'entrée de la porte. Et là, à la fin du chant, je suis soulevé et projeté loin derrière moi. Je me fais pas mal, je me retrouve stupidement par terre sans me faire mal. Voilà. Et donc, si vous voulez, le premier contact avec le soleil, un cas est quelque chose de très, très particulier. Alors, je précise que d'après les légendes, eh bien, c'était un soleil qui était fait d'une matière extraterrestre que les maîtres de Vénus avaient ramené sur la Terre, nous disent les légendes incas.
Et alors, devant Coricancha, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un jardin où tout était en or. Les animaux, les humains, les plantes, l'herbe, tout était d'or. Alors, pour les Incas, l'or, c'était vraiment le matériau solaire par excellence. Ils avaient raison. Et donc, pour eux, l'or n'avait pas une valeur économique, il avait une valeur énergétique. Et donc, eh bien, il est normal que, si vous voulez, le jardin d'or servait de, on va dire, de réservoir énergétique pour Coricancha. Coricancha étant quand même pas mal plus haut, hein. Et bien sûr, les Espagnols sont arrivés, ils ont tout enlevé, tout amené pour faire fondre l'or des Amériques en Espagne. Mais avant l'arrivée des Espagnols, un groupe d'Incas a décidé de mettre le soleil en sécurité. Et donc, ils ont réussi à devancer les Espagnols et à partir. Ils sont partis vers l'Amazonie. Vous savez qu'il y a une Amazone haute, au-dessus de 2000 mètres, parce qu'on est très haut. On arrive, les Andes sont au-dessus de 4000. De 4000 à 2000 mètres, on est en Amazonie haute. Et puis après, au-delà, en dessous de 2000 mètres, on passe en Amazonie basse. En Amazonie basse, il fait extrêmement chaud. Et donc, ils sont partis en Amazonie basse jusqu'à une cité mystique, réelle ou pas, qui s'appelait Paititi. Évidemment, elle est devenue encore plus imaginaire après, puisque avec la puissance du disque d'or, ils l'ont dématérialisée. Alors, allez la trouver, hein. Mais c'est absolument extraordinaire parce que c'est le même symbole que la ville d'Avalon, si vous voulez. Les initiés, les gardiens de la sagesse, hein, les gardiens d'Avalon, ils ont le Graal. Eh bien, les gardiens de Paititi, ils ont le disque d'or. C'est quand même merveilleux. Et tout ça se passe dans des plans invisibles, inaccessibles aux humains normaux. Voilà, et alors inutile de vous dire, voilà, j'adore ce genre de littérature, j'étais complètement imprégné par toutes les légendes du lac Titicaca, par les légendes du Paititi. Oui, et il y a aussi toutes les légendes du lac Titicaca avec le premier homme et la première femme qui surgissent du lac. Enfin voilà, donc ça c'était magnifique. Et voilà que j'arrive à ma dernière conférence, arrive donc après Cusco et le Titicaca, je reviens à Lima et je donne mes dernières conférences, hein. Et la veille, le dernier jour, le matin, je reçois un appel téléphonique. Ouh, qu'est-ce que ça peut être ça? Et c'était quoi ce message? Voilà, il y a une expédition acceptée pour Paititi. Vous en faites partie. Rendez-vous demain à tel endroit pour le départ. Ah, vous imaginez le choc. Wouh. Voilà. Il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque. Ils avaient réussi à avoir le téléphone de la famille où j'étais. Eh bien, je peux vous assurer que je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Alors, des expéditions à Paititi, il y en avait énormément. Il y en a eu beaucoup. Et la plupart des gens qui sont partis ne sont jamais revenus. Il faut traverser des jungles extrêmement hostiles. Mais ça ne me faisait absolument pas peur du tout. Alors là, le problème, c'est que je rentre à Nice, j'avais des rendez-vous partout, je donnais des stages partout, j'avais au moins 50 personnes
à décommander. Et on était à la fin des années 80 et c'était pas facile de décommander, hein. C'est moi, voilà, de communiquer d'un continent à l'autre. Et je n'aime pas ne pas respecter les engagements que je prends. Voilà, donc j'ai passé tout un temps intermédiaire, 24 heures ou 36, je ne sais plus, à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Bon, à la fin, j'ai décidé de rentrer en France. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, si beaucoup d'expéditions ne sont parvenues, soit parce que les gens sont morts à cause des conditions, des maladies, des bêtes féroces, soit parce qu'ils sont restés à Païtiti, mais on n'a pas de témoignage. En tout cas, j'ai eu l'appel pour Païtiti, et même si je n'y suis pas allé, Païtiti est resté dans mon cœur. Et pour moi, le lien avec Païtiti, c'est le soleil, le grand soleil d'or. Quand je suis ensuite retourné de très nombreuses fois à Cusco et à Coricancha, aussi bien qu'au Titicaca. Et si vous voulez, ce soleil d'or qui régissait l'énergie de l'Empire Inca, eh ben, il est quelque part en moi et c'est ça qui fait que je me projette aussi facilement sur Païtiti. Voilà, alors imagination, réalité, qu'importe après tout. La beauté des voyages intérieurs parfois dépasse celle des grands voyages extérieurs et c'est ainsi que j'espère que vous aurez apprécié ce voyage à Païtiti ce soir. Voilà, vous pouvez mettre un like et puis faire un commentaire, ça aide beaucoup à la diffusion de ce travail et vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup et donc, eh bien, bon voyage onirique jusqu'à Païtiti. Merci.